Ok, donc si j'ai des questions, je vous balance le truc. Donc on va peut-être pas le faire au fur et à mesure. Ah. Donc moi je m'appelle Pauline et aujourd'hui je travaille chez Balinea et je suis venue vous parler d'A/B testing pour vous expliquer un petit peu ma recette magique pour monter son programme d'A/B testing. En fait, j'ai travaillé dans 3 boîtes et à chaque fois, j'ai monté le programme d'A/B testing, ou en tout cas, je l'ai bien lancé. Donc chez Just Answer, qui était une startup à San Francisco, chez Hotwire, qui était une filiale d'Expedia à San Francisco, et où là, on avait les gros moyens, les gros budgets d'Expedia et les grosses best practices d'Expedia. Et puis plus récemment, chez Balinea. Et puis j'ai aussi eu la chance du coup de travailler beaucoup avec Optimizely, que vous connaissez peut-être, et plus récemment en France avec Chameleon. Voilà, donc en gros, ce que je vous propose là, c'est un peu un combiné de tout ce que j'ai appris pendant toutes ces expériences et tous ces échanges que j'ai eus avec Optimizely et Chameleon. Et puis voilà, donc comment monter son programme d'A/B testing. Du coup, je prendrai les questions plutôt à la fin, sauf si vous avez un truc vraiment brûlant, parce que ça va pas être très marrant de se balancer le cube. Ok, cool. Alors du coup, ma recette magique, elle est assez simple. C'est 5 étapes. Donc la première étape, c'est avoir un ou une championne. La deuxième étape, c'est d'avoir un test scandale. La troisième étape, c'est d'avoir un backlog super riche, un process et des résultats célébrés. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail de ces 4 points de ma recette magique. Et je vous dirai aussi un petit peu au fur et à mesure les erreurs que j'ai pu faire, que j'ai pu voir ou que j'ai encore fait récemment. Voilà. Avant de commencer, je vais faire un petit vote à main levée. Qui a déjà fait un A/B test? Ok. Qui en fait plus de 5, qui en fait au moins 5 par mois régulièrement? Ok. Donc ça, c'est à peu près ce que j'appelle avoir un programme d'A/B testing. C'est-à-dire avoir un système qui fait que de l'A/B testing, on n'en fait pas juste une fois de temps en temps et pas très très bien. Mais on en fait régulièrement. On a une machine en route qui nous permet d'optimiser notre expérience utilisateur en continu. Et pas juste un mois, un test et le suivant rien, et 6 mois plus tard, parce que le boss nous a demandé ou on a été sur l'A/B testing, on en refait 3. Ok. Donc du coup, c'est parti. Alors la première étape, c'est assez simple, c'est avoir un ou une championne. En gros, votre programme d'A/B testing, il décollera pas s'il n'y a pas quelqu'un qui est responsable pour le faire. Si c'est diffusé et que vous voulez le lancer et que la responsabilité, elle est à tout le monde, finalement, elle est à personne. Donc, il faut que vous ayez un champion qui incarne l'A/B testing, qui vive l'A/B testing, qui y croit plus que personne d'autre dans votre boîte, qui définit ses objectifs, qui apprenne à utiliser Optimizely, A/B testing, Chameleon, tout ce que vous voulez, qui motive les équipes, qui porte le projet. Donc moi, c'est moi chez Hotwire. Et j'étais vraiment madame A/B testing. C'est-à-dire que n'importe quelle question, n'importe quelle idée, les gens savaient que c'était moi dans la boîte pendant 1 an. Et c'est ça, j'ai fait que ça pendant 1 an. J'ai fait que des A/B tests. C'était trop bien. Donc voilà. Donc ça, c'est franchement, je pense que si vous n'avez pas une personne qui porte ce projet, qui a du temps pour le faire, parce que récemment, j'ai dit à ma PM, oui, alors il faut faire des A/B tests. Sauf qu'en fait, elle avait 1000 autres choses à faire. Et la pauvre, les A/B tests, c'était compliqué de vraiment s'y consacrer et d'arriver à avoir la qualité, la vélocité et tout ce qui va bien derrière, et de comprendre vraiment l'A/B testing. Donc quelqu'un qui a du temps, qui est formé sur les outils. Parce que je lui ai dit, oui, vas-y, utilise Chameleon. La pauvre. Bon, du coup, voilà, être bien formé sur les outils, prendre le temps d'investir dans cette formation pour votre champion ou votre championne, c'est essentiel. Bon, la première étape, c'est pas très difficile, hein. On est d'accord. Ok. La deuxième étape, c'est un test scandale. Alors, le test scandale, c'est le test qui va prouver que votre boss a tort. Donc, s'il y a encore des sceptiques dans votre boîte sur est-ce qu'on va vraiment faire de l'A/B testing, on connaît les utilisateurs, on est des designers, on sait ce qu'on fait, j'en sais rien, c'est la nouvelle marque, c'est le machin, bon bref. En fait, l'idée, c'est de lancer le plus tôt possible dans votre programme un test qui va leur prouver qu'ils ont tort. Et qu'en fait, il faut A/B tester et que c'est vous qui avez raison. C'est votre champion qui a raison. Donc, l'idée de ce test, c'est vraiment de le lancer assez tôt dans votre programme, parce qu'il faut convaincre les gens, il faut en parler, il faut faire la promo de l'A/B testing assez tôt dans votre programme. Il n'a pas besoin d'être hyper avancé.
Vous n'avez pas besoin de faire une refonte de toute votre expérience mobile pour que ça soit un test scandale. Il faut que vous ayez des résultats rapides. C'est-à-dire que si vous mettez un test sur une page qui a 3 visiteurs par mois, vous allez avoir un peu de mal à rallier les équipes en interne. Donc, il faut un test qui va avoir des résultats rapides. Un test qui marque les esprits, donc un truc ultra visuel, c'est mieux. Et qui prouve que votre boss a tort. Alors, du coup, je vais vous raconter 2 petites histoires. La première chez Hotwire. Donc, j'étais la petite Frenchie, un peu nouvelle, qui débarquait dans la grosse machine Expedia. Et là, il y a le directeur design. Donc, un mec assez baraque, avec une grosse moustache et une grosse voix, qui commence à dire au produit nouvelle marque, on n'est plus sur les promos, on est vachement inspirationnel. Ça, c'est la nouvelle landing page. Bon, c'est pas tout à fait pareil. C'est une page qui a un petit peu de visite quand même, donc un petit risque. Donc j'ai dit oui, moi je pense qu'il faudrait la B-tester. Donc là, le mec, non, non, je sais mieux que toi, c'est moi le designer, je suis le directeur, t'es pas directeur. Bon, bref, voilà. Heureusement, j'ai eu un petit coup de pouce de ma hiérarchie qui m'a permis de faire le test. Et ce test est resté dans les esprits, je pense qu'à Hotwire, on en parle encore. Parce qu'il si on avait vraiment mis cette landing page live sans la tester, on aurait perdu des millions de dollars par mois. Ça, c'est l'échelle Expedia, bien sûr. Mais là, en gros, au bout de 5 jours, on savait que ce n'était pas une bonne idée. Et on l'a retiré et on a dû tester 5 versions dans le nouvel esprit du design, de la marque, de l'inspirationnel, etc., avant de trouver quelque chose qui était juste aussi performant que celle-ci. Voilà. Donc là, c'était un peu mon petit moment de gloire. C'était cool. Plus récemment, chez Balinea. Donc du coup, on a mis un petit peu de temps à le trouver, notre petit test qui marque les esprits. Mais donc ça, c'est notre page donc Balinea, c'est un site où on référence des coiffeurs, des instituts de beauté. Vous pouvez prendre votre épilation du maillot, votre manucure, etc. Bref. Donc ça, c'est notre listing. Si vous faites une recherche, vous arrivez là-dessus aujourd'hui. On s'est dit, pareil, oui, on veut un truc beaucoup plus sympa, des nouvelles couleurs, on veut que les photos soient plus grandes, blablabla, blablabla. On fait un nouveau listing. Ouh. On était tous convaincus en interne que c'était la bonne solution. Et je me suis quand même pris, est-ce que tu es sûr qu'on teste? Franchement, c'est mieux, quoi. On n'a pas beaucoup de trafic chez Balinea, ça coûte un peu cher de faire un test d'un point de vue dev. On y va. Bon, allez, on l'a testé. Bah heureusement, moins 10%. Sur la transfo, ça fait pas très plaisir quand même. Donc voilà, donc maintenant, à chaque fois qu'on me demandera si on doit tester ou pas, j'aurai mon petit test scandale et ça fera bien plaisir. Et c'est un peu mon argument phare pour le reste de ma vie AB testing chez Balinea, en gros. Voilà. Donc, un champion, une championne, un test scandale. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un backlog d'idées. C'est-à-dire que si vous vous lancez dans un programme d'AB testing qui va lancer des tests tous les mois de manière régulière et que vous vouliez alimenter vos AB tests, il vous faut une grosse liste d'idées. Et quand je dis grosse, je dis vraiment grosse liste d'idées. Donc, allez-y, un backlog avec le plus d'idées possible. Un backlog qui soit aussi collaboratif, c'est-à-dire les idées, si elles viennent que de vous et de votre équipe produit et que vous vous êtes posé pendant 1 heure dans une petite salle en regardant 3 sites pour benchmarker, personne ne va s'intéresser à votre programme d'AB testing, quoi. Enfin, globalement, déjà, vous n'aurez pas les meilleures idées parce que vous êtes que vous et vous regardez toujours les sites de la même manière. Et puis ensuite, ça va intéresser personne en interne parce qu'ils ne reconnaîtront pas leurs idées. Donc, quelque chose de collaboratif. Et un backlog qui soit structuré. Donc là, je vous montre le backlog qu'on a chez Balinea. C'est-à-dire, je bouge, tant pis. Allez, donc j'ai le nom de l'idée, la catégorie, le device, où est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va faire, d'où ça vient, etc., etc. Donc on a un peu structuré notre backlog. Ce qui fait que le jour où je me dis, tiens, j'ai un petit créneau pour faire un AB test la semaine prochaine, je me dis pas qu'est-ce que je vais tester. C'est la pire des questions. On se dit, on a un créneau pour faire un AB test, qu'est-ce que je teste? Vous avez déjà perdu, quoi. Donc là, vous avez toutes vos idées. Et vous avez juste à ouvrir ce fichier et c'est hyper clair pour vous que c'est dans ce vivier d'idées qu'il faut que vous alliez chercher. OK? Donc vraiment, une fois que vous avez fait votre premier test scandale et que vous vous dites c'est bon, on se met à faire de l'A/B testing, on y va, on veut un truc qui roule et on veut des tests régulièrement, tous les mois ou toutes les semaines en fonction du trafic que vous avez, il vous faut des idées et il ne faut pas se poser la question à chaque fois que vous voulez lancer un test.
Alors du coup, il y a les erreurs à éviter, les pièges à éviter, que on a encore refait récemment. C'est de négliger les brainstorming. C'est ce que je vous disais, si vous faites une fois une séance de brainstorming avec 3 designers et 2 PM, ça ne sera pas bien. Vous n'aurez pas les meilleures idées. Et puis, il faut vraiment mettre en situation vos équipes, vos devs, votre service client, vos fonctions support, tout le monde pour qu'elles génèrent des bonnes idées. Donc, soyez créatifs sur le brainstorming. Faites pas un truc en mode hyper boring avec des post-it. Faites des jeux, des choses, amenez des bonbons, des petits cadeaux, des trucs comme ça. Prenez le temps de bien les faire et les négligez pas. On les a négligés chez Balinea. Du coup, on a un petit backlog un petit peu vide et c'est un petit peu déprimant. Voilà. La deuxième erreur, c'est de ne pas inclure tout le monde. Je vous en ai parlé. Du coup, les gens ne se sentent pas concernés, ils ne reconnaissent pas leurs idées. Et puis, vous n'avez pas les meilleures idées. Et ça, c'est un truc qui, quand on se pose une fois et on a un super brainstorming, on a 250 idées, on est super content. Mais si on ne l'alimente pas au fur et à mesure, 6 mois plus tard, on va rouvrir le fichier et on ne va vraiment pas être inspiré par les idées parce que c'est des idées qui ont 6 mois. Et en 6 mois, il s'est passé beaucoup de choses sur votre site, il s'est passé beaucoup de choses par ailleurs. Et du coup, vous n'allez pas avoir envie de tester les idées que vous avez eues il y a 6 mois. Et du coup, il faut vraiment l'enrichir au fur et à mesure pour que vous ayez tout le temps envie de tester les idées. OK? Bon, je vais quand même arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. En fait, ça m'arrangerait parce que j'aimerais bien boire. C'est vous la question? Ah. Donc Sébastien, designer chez Algolia. Lorsqu'on change un design, et ça a été le cas des deux exemples que tu as cités, on sait que les gens, ils n'aiment pas le changement. Il y a toujours un temps d'inertie. Comment est-ce qu'on le prend en compte et du coup, est-ce que ça a un impact sur la durée de la B testing? Est-ce que c'est une donnée connue? Comment tu gères ça? Ok, alors pour une histoire de redesign de site, ou un redesign où on se dit qu'il faut que les gens s'habituent, la donnée qui est que tu peux regarder facilement, c'est est-ce que les nouveaux visiteurs sont aussi négatifs que les anciens. Parce que les nouveaux visiteurs, si c'est la première fois qu'ils voient ta landing page bleue et qu'ils réagissent vraiment moins bien que ta landing page orange, c'est que fondamentalement, il y a un problème. Donc ça, c'est le premier truc. Si tu vois qu'il y a une grosse différence entre anciens et nouveaux visiteurs, tu peux laisser tourner le test avec un plus petit pourcentage de trafic sur plus longtemps. Donc, au lieu de le mettre à 50-50, tu le mets à 90-10 ou à 80-20. Et du coup, tu laisses aux anciens le temps de s'habituer et tu vois si la performance des anciens s'améliore et du coup, s'ils s'habituent avec le temps. Voilà. D'un point de vue purement A/B test, après, tu peux aussi appeler tes utilisateurs, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. D'autres questions? Je me demandais comment est-ce que vous arrivez à vous pencher sur le pourquoi, pourquoi ça marche moins bien. Est-ce que dans les boîtes dans lesquelles tu as bossé, vous combinez ça avec des tests utilisateurs, des interviews plus qualitatives pour mieux comprendre pourquoi quelque chose performe mieux ou moins bien? Du coup, celle-là, je peux la garder pour la fin. Parce qu'en fait, du coup, je vais parler des résultats, etc. après. Donc tu peux la garder. Allez, j'enchaîne. Du coup, on a un champion, une championne. On a un test scandale qui a convaincu tout le monde en interne et qui assure votre job et l'A/B testing dans votre boîte pour toujours. Vous avez un backlog avec plein d'idées. Bon, maintenant, une fois que vous avez lancé 3 tests par-ci, 3 tests par-là, il va falloir quand même mettre en place un petit process parce que sinon, ça va être vite le bazar. Et surtout, dans 6 mois, vous saurez plus ce que vous avez fait et ce que vous avez appris. Donc, quand je suis arrivée chez Balinea, ils faisaient un peu des tests, hein, Maria. Mais quand j'ai dit qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a fait, on ne savait pas trop me répondre. Donc là, il y a un vrai problème. Si on en fait un par an, c'est pas très grave. Mais si on en fait plusieurs tous les mois, ça commence à être un vrai problème. Du coup, la première chose, le process, c'est qu'on ne va pas tester tout et n'importe quoi. On va essayer de prioriser les idées. Donc ça, c'est vraiment la priorisation la plus basique. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'une chose à faire en termes de priorisation, il y a plein de littérature sur des modèles beaucoup plus avancés. Mais en gros, si vous avez 50 idées et vous vous dites je vais en tester 3 dans le mois, lesquelles je vais tester? Voilà, je teste celles qui vont me demander peu d'efforts et qui ont un potentiel très élevé. Voilà, globalement. Ensuite, si vous pouvez en faire 10 sur 50, peut-être que vous allez chercher celles où il y a un peu d'efforts, mais pas mal de value, etc. Mais globalement, l'erreur, j'y reviendrai après, c'est de
Il ne faut pas tester l'idée de votre boss. C'est pas ça. C'est pas comme ça que vous allez réussir. C'est pas comme ça que votre programme d'A/B testing va réussir. Donc, il faut mettre en place un système de priorisation qui vous permet de vous détacher des opinions des uns et des autres dans votre boîte. En gros, ton idée, c'est un P1, c'est un P2, c'est un P3, c'est un P4. Je suis désolée, boss, ton idée, c'est un P4, du coup, je ne vais pas la tester. Reviens avec une meilleure idée. Et ça marche. Ça marche. Si c'est structuré, si c'est raisonné, si c'est rigoureux, si vous l'avez appliqué et si votre backlog il est structuré, il n'y a pas de raison. Ou alors vous avez vraiment un boss, je suis désolée, venez travailler avec moi. Il n'y a pas de raison que les gens ne comprennent pas la logique et ne suivent pas ça. Ils ne comprennent pas que c'est dans le meilleur intérêt de tout le monde. La deuxième chose, c'est que si vous faites un test, il faut savoir pourquoi. Il faut savoir pourquoi et il faut le documenter. Donc, ça paraît un peu boring et répétitif, mais pour chaque test que vous lancez, prenez le temps de faire une petite fiche. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui arrive dans votre équipe dans 6 mois, il pourra dire qu'est-ce qu'on a testé, pourquoi on a testé, où est-ce que c'est. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, quelle était l'hypothèse, quelles étaient les métriques, des petits screenshots qui montrent le A et le B, etc. Franchement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Si vous avez une stagiaire, c'est encore mieux. Mais bon, voilà, globalement, c'est pas la mer à boire. Et surtout, ça simplifie vachement les communications en interne. C'est-à-dire que quand vous communiquez sur un test, vous avez juste à envoyer ce petit lien et tout le monde comprend et tout le monde est aligné et tout le monde est sur la même page et tout le monde sait de quoi on parle. Du coup, une fois que vous avez plein de fiches, c'est pas très compliqué, il suffit de faire un drive et vous avez toutes vos fiches dans un drive. Voilà. Et si elles ne sont pas rangées au même endroit et qu'on ne sait pas où les retrouver dans 18 mois, c'est un peu dommage parce que vous les aurez faites pour rien. Voilà. En plus de ça, je suis désolée, mais il faut un récap des tests. C'est-à-dire que si vous avez juste les fiches, à la fin du trimestre, si vous vous dites combien de tests on a fait, combien on a eu de winners, combien on a eu d'inconclusifs, en fait, vous n'aurez pas à répondre à ces questions-là. Et au bout d'un moment, c'est ça qu'on va vous demander. OK, on t'a donné des moyens pour faire de l'A/B testing, on paye Kameleon ou A/B Tested tous les mois, mais maintenant, c'est quoi tes résultats? Si vous ne les avez pas centralisés et que vous avez fait juste les petites fiches et qu'il faut aller rouvrir toutes les petites fiches, ça va vous prendre du temps. Et si vous arrivez à des vélocités comme on avait chez Hotwire où on lançait 25 tests par mois, il y a un moment donné, il faut quand même un récap. OK? Donc là, c'est notre récap. On voit tout ce qui est en cours chez Balinea, tout ce qui a été fait, tout ce qui va en prod. On voit qu'on a beaucoup de jaune et de rouge et pas beaucoup de vert. Les dates de lancement. Là, il y a le petit lien vers la petite fiche. Comme ça, tout est bien centralisé. Et encore une fois, franchement, une fois que vous avez pris le pli, c'est vraiment pas beaucoup de temps pour chaque nouveau test. Et le dernier truc du process, c'est plus vous êtes transparent sur l'A/B test, plus les gens ils vont avoir envie de s'y intéresser et ils vont vous faire confiance. Parce que mine de rien, l'A/B test, vous allez un peu bousculer votre site, l'expérience de vos utilisateurs. Et si vous n'êtes pas transparent et si vous ne communiquez pas sur ce que vous faites, ça pose des vrais problèmes à vos équipes comme le service client, déjà. Et 2, en interne, vous allez avoir du mal à rallier les gens. Donc voilà, les petites news, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on lance, qu'est-ce qui s'est passé, les résultats. Et à chaque fois, voilà, c'est hyper simple. Et du coup, je mets juste la petite fiche. Et les gens, s'ils sont intéressés, ils vont voir plus loin. Et puis, s'ils ne sont pas intéressés, au moins, ils ont vu qu'on a arrêté 3 tests et qu'il y a un winner sur les 3 tests. Voilà. J'espère que ça ne vous fait pas trop peur, le process, parce qu'en vrai, une fois qu'on est dedans, une fois qu'on a mis en place le template de la fiche, le drive, etc., c'est vraiment pas beaucoup de travail. C'est par rapport à toute la réflexion qu'on doit avoir en amont sur un A/B test, le temps d'exécuter l'A/B test, d'y penser, etc., ça, c'est vraiment une fraction du temps pour un A/B test. Du coup, les erreurs à ne pas faire, c'est prioriser la tête du client. Donc, chez Hotwire, mon CEO, parce que quand même, je faisais beaucoup de tests, il avait le droit à un test par trimestre qui passait pas dans ma matrice de priorisation. C'était juste pour qu'il me fiche un peu la paix. Il était gentil, on s'entendait bien. Mais du coup, il avait le droit à son petit test. Et à chaque fois, je disais, c'est le test de Henrik. Comme ça, bon, voilà. Les gens savaient que... Puis en général, c'était des losers, donc c'était bien. Prouvez que votre boss a tort, c'est génial. Ne pas bien définir les hypothèses. Alors ça, c'est un truc... on peut avoir tendance à lancer des tests en disant bleu-vert, photo en haut, photo en bas, un truc comme ça. Bon, c'est bien au début, mais à un moment donné, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on lance des tests. Et si vous ne définissez pas très bien les hypothèses, après, vous avez le résultat 2 semaines après, 3 semaines après, 2 mois après, et vous ne savez plus pourquoi vous l'avez fait.
typiquement, nous, chez Balinea, les beaux listings, franchement, je ne sais plus pourquoi on les a fait. Je ne sais pas à quel problème utilisateur on voulait répondre. Et du coup, là, on ne sait plus quoi faire. Enfin, on ne sait plus quoi faire. Si, on sait quoi faire, mais c'était vraiment débile et du temps perdu. Et si on avait bien défini les hypothèses en amont, bah, on n'aurait pas perdu tout ce temps-là de trafic et de dev pour un truc sur lequel il va falloir itérer. Donc, ne pas négliger les hypothèses. Et l'autre truc, c'est de trop complexifier le process. Donc là, je vous ai montré une version qui est quand même assez simple. Chez Hotwire, comme c'était mon job, j'avais mis un truc trop bien en place, j'avais plein de trucs, c'était génial, j'étais dans les blogs Optimizely, je parlais à des conférences et tout. Sauf que quand je suis partie, bah en fait, en vrai, c'était trop compliqué pour que les PM ils reprennent la main dessus. Et que quand on a dit, bon, bah Pauline, elle part, tout le monde peut le faire un petit peu de ce qu'elle faisait, bah en vrai, ça n'a pas marché. Donc, mettez pas non plus une usine à gaz en place parce que sinon, c'est difficile d'onboarder un nouveau PM ou un nouvel analyste sur votre process. Et puis, si vous partez, bah, c'est un peu la cata. Voilà. Donc, un champion, un test scandale, un backlog avec plein d'idées, un minimum de process pour faire tourner la machine et des résultats célébrés. Donc, ça, c'est le truc que j'aime vraiment beaucoup et qu'il ne faut pas négliger. Donc, en gros, fêtez tous vos résultats, surtout les losers. Surtout les losers. C'est trop bien, les losers. Enfin, franchement, un test qui perd, on a économisé de l'argent, on aurait pu le mettre en prod et perdre. Et bon, ouais, c'est trop bien. Donc, on fait tous les résultats. Vous pouvez jouer aux devinettes avec vos équipes. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un petit déj produit tous les mois et on montre A et B, qui pense que A a gagné, qui pense que B a gagné. Tout le monde se trompe. Et puis, hop, c'est cool, ça marque les esprits. Et surtout, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'en fait, chez Expedia, comme il y avait un peu des compétitions entre toutes les marques Expedia, Hotwire, HomeAway, Hotel.com, Expedia, etc., etc. En gros, c'était un peu à ceux qui avaient qui rapportaient le plus d'argent en fait en termes d'A/B testing. Moi, mon test, il fait plus 0,5%, donc ça fait 3 millions par an. Donc voilà, et en gros, on additionnait tous ces trucs. Et en fait, au final, l'A/B testing, c'était devenu juste des dollars, quoi. C'était hyper angoissant. Donc au départ, c'est sympa parce qu'on se dit, ouais, mon test, il a fait plus de 2,5%, et puis ça marque les esprits, on est hyper fiers de nous, on se dit que c'est qu'on a un chiffre, qu'on sait à quoi ça a servi. Mais au final, si on parle que comme ça, bah, on ne parlera jamais de l'expérience utilisateur. Et on ne dit pas ce qu'on a vraiment appris sur l'utilisateur. Et en fait, chez Hotwire, j'ai dû me battre après pour que les résultats de l'A/B testing soient pas qu'on mette plus de chiffres sur les slides. Je voulais plus de chiffres. Et ça a été un truc hyper dur, un changement de mentalité sur l'A/B testing. Donc, le faites pas trop le faites pas trop au début, comme ça, vous n'aurez pas trop à vous battre après. Donc, voilà, c'est tout. Les traduire en learning utilisateur. Et surtout, ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je voulais jouer aux vignettes avec vous. On a testé les couleurs de boutons chez Balinea. Donc voilà, en petit déj produit, on arrive, l'équipe produit, on fait « Oh, qui pense que noir a gagné ?» Qui pense que noir a gagné? Qui pense que jaune a gagné? Qui pense que vert a gagné? Et qui pense que ça n'a rien changé? Voilà, c'est super, ça n'a servi à rien. Bon, non, ce que je voulais vous dire, surtout, comprenez vos résultats. Ces trucs-là, la Caméléon, la Optimizely, la A/B testing, je ne sais pas si vous êtes là. Non, il n'y a pas d'A/B testing, ça sert à rien. Non, mais franchement, ça veut dire quoi? Plus 9,49%. C'est même pas un A/B test. C'est un truc où on a mis un logo pour faire joli pendant 2 semaines. Enfin, ça veut rien dire. Qu'est-ce que je regarde? Enregistrer CB par défaut. Moins 2,52%. On a dû avoir 3 visiteurs sur ce test. Donc voilà. Donc en gros, prenez le temps de vous former un tout petit peu sur les résultats, ce que ça veut dire, quelle méthode vous utilisez, à quel moment est-ce que le test il est vraiment dans le rouge ou il est vraiment dans le vert. Si vous vous fiez à tous ces dashboards pourris, vous allez prendre les mauvaises décisions. J'arrête pas de leur dire chez Caméléon, mais c'est pas leur prio. Mais franchement, si vous avez Caméléon, vous n'utilisez pas ça, quoi. Voilà. Et c'est tout pour ma recette magique. Une championne, un test scandale, un backlog, un process et des résultats compris, j'aurais dû dire, et célébrés. Voilà, donc si vous faites ça, normalement, vous devriez pouvoir lancer votre petit programme, mettre la machine en route, avoir un nombre de tests assez régulier tous les mois, apprendre tous les mois de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, en parler en interne, en parler à votre boss. Et franchement, l'A/B testing, vous l'avez tous fait, mais c'est quand même hyper drôle.
en vrai. On a une idée, on fait une hypothèse, on la teste, on la met en prod. Il y a des gens partout dans le monde qui peuvent l'avoir, votre idée. Puis après, vous avez des résultats. C'est quand même cool. Enfin, je sais pas. Moi, j'adorais faire ça. Voilà. Et bah, c'est tout ce que je voulais vous dire avant la présentation du monde. Bon, bah, du coup, maintenant, je vais pouvoir vous envoyer le cube pour des questions. On peut revenir à ta question? Je sais plus ce que c'était déjà. Je me demandais si tu collaborais avec des UX researchers ou d'autres personnes pour faire des tests, des entretiens. Donc, si on a un test qui perd, comment est-ce qu'on comprend, comment est-ce qu'on arrive à itérer? C'est ça? Ok. Alors, quand tu es dans une boîte comme Expedia ou Whatwire, il y a une équipe entière dédiée à ça. C'est trop bien. Tu vas les voir et tu dis oui, j'ai mon petit test, il marche pas. Est-ce qu'on peut faire un test utilisateur? Tel budget, c'est génial. Quand tu es dans une boîte comme Balinea, tu n'as pas de budget, mais où tu es 3 au produit, bah, en gros, la meilleure idée, c'est de prendre son iPad et d'aller au Starbucks, quoi. Nous, c'est nos tests utilisateurs. On le fait pas mal. Soit on fait vraiment venir des clients, si on a une grosse fonctionnalité à tester, on fait venir des clients chez Balinea, on en fait 5, machin. Soit, franchement, on est au Starbucks toutes les semaines avec notre iPad et notre téléphone. C'est pas parfait, mais avec les moyens qu'on a chez Balinea et la toute petite structure qu'on a, bah, c'est mieux qu'on puisse faire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Chameleon, c'est un outil de test front. Donc, ça veut dire que les variantes, en fait, s'affichent après la version de base, à faire des parades. Donc, on a cet effet clignotement. En fait, on a la version basique qui s'affiche et un clignotement et la variante qui s'affiche. Sauf si vous avez trouvé des parades, en fait, ça m'intéresse. Alors, c'est le fameux effet flicker. Chameleon communique beaucoup sur le fait qu'eux, ils l'ont éradiqué et qu'en suivant leur process, ils l'ont éradiqué. Bon, moi, je ne travaille pas chez Chameleon. En vrai, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit chez Balinea, on a une petite équipe et pourtant, on l'a fait. On a fait notre propre système d'A/B testing. Donc, en fait, Chameleon, c'est vraiment juste pour des petits changements et surtout rien au-dessus de la ligne de flottaison. Peur de l'effet flicker. J'ai la même chose, j'ai la phobie de l'effet flicker. Donc, on a développé notre solution à nous. Et on utilise les deux. Et Chameleon, c'est des changements plus petits et surtout sous la ligne de flottaison. Après, ils communiquent vachement sur le fait qu'ils ont eu tous les awards du monde, sur le fait qu'ils ont réussi à retirer le truc. Il y a une page de trucs tech. Je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Mais après, si c'est des gros programmes chez Expedia, c'est pareil. On avait Optimizely et le programme développé en interne. Quand on arrive à des vélocités et qu'on a beaucoup de tests, bah, effectivement, ça vaut le coup d'investir. Nous, ça ne nous a pas coûté beaucoup, honnêtement, chez Balinea. Et on a une équipe de 10 devs, donc on est quand même une petite équipe, quoi. Oui. Merci. Comment est-ce que vous assurez que vos populations sont représentatives? Si tu le mets par exemple que sur 10% de ton test, comment est-ce que tu assures que c'est représentatif et que sur 100%, ce sera exactement pareil? Il faut rentrer dans la philosophie d'A/B testing. En fait, si tu as beaucoup de trafic, genre les boîtes comme Booking, par exemple, elles peuvent même tester uniquement sur 2% de leur trafic. Parce qu'en fait, leurs visites, il y en a tellement qu'ils considèrent que c'est représentatif. Chez nous, chez Balinea, déjà, c'est toujours 50-50, parce qu'en dessous de 50-50, il va nous falloir 6 mois pour apprendre. Et le seul truc, c'est de le laisser tourner suffisamment longtemps pour avoir les gens du week-end, les gens des vacances. Enfin, bon, bref, si tu as des vacances, bien laisser le tourner pendant les vacances, après les vacances. En vrai, tu n'as jamais de garantie. Les programmes les plus avancés de chez Avancé, mais là, on parle vraiment de Microsoft, Booking, etc. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent, même quand ils disent c'est un winner, ils vont garder genre une toute petite population, genre 5%, qui aura l'ancienne version, pour pouvoir aller revérifier genre 6 mois plus tard que c'était vraiment valide. Mais là, on parle vraiment d'échelles monstrueuses. Enfin, j'en ai jamais entendu parler en France, quoi. D'autres questions? Donc, quand tu as peu de trafic, comme ce que tu disais à Balinea, par exemple, 50%, est-ce que tu n'as pas un effet négatif sur les utilisateurs d'avoir en fait constamment de l'A/B testing, donc d'avoir en fait constamment des allers-retours entre l'interface, d'avoir les utilisateurs qui s'habituent à quelque chose et de revenir et d'avoir ça constamment? Est-ce que c'est un effet que tu as constaté? Pas trop, parce que nous, on n'a pas des visiteurs qui viennent nous voir toutes les semaines, en fait. Donc, nous, on est sur de la réservation, de l'épilation, de la manucure, du massage. On aimerait que ça soit toutes les semaines. C'est pas trop le cas. Donc, du coup, en vrai, les gens, ils oublient.
Je pense que si tu vas, même si tu es, par exemple, dans le voyage, tu vas sur Booking pour réserver tes vacances d'été, quand tu y retourneras pour réserver tes vacances d'hiver, le truc qui soit bleu ou jaune, tu auras oublié. Donc, sur un site où il y a des visites constantes tous les jours, je ne sais pas, peut-être que Le Monde pourra mieux répondre, c'est peut-être un autre enjeu. Sur des sites comme nous, où tu ne vas pas tous les jours et où les gens oublient, franchement, même d'une semaine à l'autre, voilà. Sur une interface, sur une interface logicielle, en vrai, j'en ai jamais fait de l'A/B testing sur une interface en SaaS. Nous, on n'a pas assez de trafic sur notre partie B2B pour faire de l'A/B testing. Donc, j'ai pas de réponse. Enfin, je peux pas te parler de mon expérience, quoi. Ouais. D'autres questions? C'est bon? Je pense que j'ai épuisé à peu près mon temps de toute manière. Une dernière? Allez, une dernière. Merci. Donc, petite question, est-ce que dans tous les cas, quand le résultat est négatif, tu vas forcément le refuser ou ton instinct peut te dire que ok, peut-être que je perds un chouille, mais je sais que je peux quand même le pousser en prod? Ou est-ce que c'est le chiffre, c'est binaire, c'est négatif, je refuse, c'est bon, j'accepte? Dans mes expériences, ça n'a jamais été binaire. Après, s'il y a un fort enjeu derrière, l'idée, c'est on teste pour savoir combien est-ce qu'on perd et combien cette idée nous coûte en vrai. Donc, chez Hotwire, c'est arrivé qu'on ait passé des tests en production alors qu'ils étaient négatifs. Notamment, on avait fait une grosse migration sur une nouvelle plateforme. Et là, on avait testé l'ancien et le nouveau, mais le nouveau, il performait un peu moins bien. Mais bon, une fois que tu as mis 6 mois de dev, donc tu essaies d'itérer pour que la différence soit la plus faible possible. Mais à la fin, on avait une tolérance de notre CFO de moins 2% de transfo pour valider la migration. Donc, c'est arrivé. Mais c'est vraiment quand tu es sur des gros trafics et où du coup 1%, ça représente des millions, là, c'est carrément au niveau CEO et CFO que c'est décidé les marges qui sont tolérées. À notre niveau, chez Balinea, je ne me verrais pas promouvoir un test négatif, honnêtement, parce qu'on est une petite start-up et que si on commence à mettre en prod des trucs qui impactent négativement l'expérience utilisateur, autant qu'on a itéré, autant qu'on est au Starbucks et qu'on a essayé de trouver la variante qui fait que ça marchera bien, quoi. Voilà. Bon, c'est bon, j'ai fini. Merci à tous.